L'histoire est un Rubik's Cube aux millions de faces, un jeu sans fin. C'est la beauté d'un alphabet qu'un nombre limité de signes aboutissent à une infinité de phrases possibles. Et les combinaisons de nos vies sont aussi inépuisables que le répertoire des mélodies possibles en musique. Tout est irréparablement unique. Le réel n'est pas un musée, et nous ne voulons pas nous satisfaire de toucher le monde avec les yeux. Nous voulons le prendre à bras-le-corps et nous salir les mains. Nous voulons nous ruer tout entier, sans condition, sur ce terrain de jeu tragique qu'est l'existence. Tenter nos propres combinaisons, rater et recommencer, rater encore et mieux, nous tromper 20 fois peut-être, mais toujours nous sentir vivants. Nous voulons, fragilement, faire et prendre part. Bonsoir Caroline Laurent. Bonsoir. Et Soudain la liberté, c'est un roman que vous deviez écrire à quatre mains avec Evelyne Pizier, dont tout le monde se rappelle bien entendu. Vous n'avez pas pu terminer l'écriture de ce livre toutes les deux parce que Evelyne nous a quittés en février dernier. Vous d'ailleurs, vous lui rendez un hommage tout à fait particulier dans ce livre, c'est très émouvant, c'est une des qualités du livre, on s'en serait bien passé, j'en conviens. Je vais avoir froid sans toi, vous dites dans le livre très joliment. Ça a été un coup de foudre amical entre elle et moi, parce que c'était une femme vraiment hors norme, une femme extrêmement généreuse qui a traversé le siècle, les épreuves de ce siècle, et qui quand même était toujours du côté de la lumière. C'était vraiment une amie très chère, oui. Comment vous avez pu terminer ce livre sans elle? Il y a dû y avoir un moment dans votre tête où tout a basculé, une détresse totale. Ce qui s'est passé, c'est que ses derniers mots avant de mourir étaient « terminer le livre ». Voilà, c'était vraiment sa dernière volonté. Et c'était tellement fort que moi, je ne pouvais que remplir cette promesse et du coup l'écrire pour elle aussi, parce que le fait que le livre existe était très très important pour elle. Un mot sur elle, elle a traversé le XXe siècle de façon extraordinaire, ouais. Grande féministe, oui. Une femme résolument de gauche, progressiste, oui. Comme on dirait aujourd'hui, on n'ose plus dire de gauche aujourd'hui, progressiste. Progressiste et puis qui n'était pas appelée à l'être puisqu'elle est née dans un milieu extrêmement conservateur, pétainiste, maurassien, où tout était très très verrouillé. Et ce qui est beau dans son parcours, c'est la manière dont elle a réussi à s'émanciper grâce à sa mère, qui était aussi une figure fondatrice bien sûr de son existence. Et qui est devenue en effet une militante de la cause des femmes, des homosexuels aussi, et qui a fait énormément en faveur de la décolonisation. Vous n'êtes pas seulement écrivain, chère Caroline, vous êtes aussi éditrice dans une très belle maison d'édition qui s'appelle Les Escales. Vous avez raconté donc 60 ans de vie politique, de combat, d'amour, de drame. Et à vous lire, on sent bien que vous allez être marqué à jamais par ce travail que vous avez fait, ce roman que vous avez absolument tout fait pour qu'il aboutisse. C'est parfait, il est là, en hommage à elle. Mais maintenant, éditrice, écrivain. Il faudra que je pense marcher comme un funambule sur ce fil-là, mais continuer à faire les deux parce que les deux peuvent se nourrir, se compléter et que j'aime infiniment découvrir de nouvelles plumes, les révéler au public, les accompagner. Comme j'ai pris goût, je crois, malgré tout, malgré le deuil, à l'écriture et je pense qu'un autre roman viendra. Bon, vous recevoir ici avec plaisir. Ce sera avec joie. Merci à vous. Merci beaucoup. En septembre 1908, Gabrielle Buffet, qui est alors une jeune femme de 27 ans, indépendante, musicienne, féministe avant l'heure, elle va rencontrer Francis Picabia. Cette jeune femme est votre arrière-grand-mère à toutes les deux. Et c'était pas évident peut-être pour vous d'écrire ce livre qui s'appelle Gabrielle, avec un drôle d'orthographe, vous nous direz peut-être pourquoi. C'est peut-être pas évident parce que finalement on en avait très peu parlé dans l'enfance, si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai que quand on a décidé de s'emparer de cette femme, de sa vie qui était tellement folle qu'on dirait un roman, en fait pour nous c'était une double enquête parce que non seulement il fallait qu'on retrouve tout ce qu'elle avait fait dans cette vie, on avait juste quelques idées, quelques éléments, tout reconstituer, mais aussi aller creuser dans un presque tabou familial, puisque quand on était petite, on n'entendait parler ni d'elle, ni de son mari, notre arrière-grand-père Francis Picabia, et qu'il fallait qu'on lève le voile aussi sur un mystère familial. Donc il y avait double enquête.
Alors, mais pourquoi on ne parlait pas d'elle peut-être, mais de l'arrière-grand-père Francis Picabia, qui est quand même un peintre immensissime en France? Pourquoi on n'en parlait pas? C'est un mystère qui est raconté dans le livre, alors on ne va pas le... Je sais, c'est pour ça que j'essaye de... Non, mais parce qu'il faut garder le plaisir aux lecteurs de le découvrir. Et puis surtout, le sujet du livre, c'est avant tout l'histoire d'une femme moderne, d'une femme hors norme, d'une femme qui était même au-delà de son temps, d'une autre, etc. Donc c'est vraiment ça le cœur du livre. Quand votre arrière-grand-mère avait 27 ans, donc en 1908, on était en pleine période de l'Art Nouveau, ça explosait de tous les côtés, à Vienne, à Berlin, à Munich. Elle-même a donc participé grandement à cette métamorphose de l'art, en quelque sorte. On était tout simplement en train de bousiller le classicisme et d'inventer des codes nouveaux. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a été une sorte de petite bombe qui a fait exploser les carcans. Pourquoi? Parce que Gabrielle Buffet, c'est une femme qui voulait être compositrice de musique, à une époque où simplement de rentrer au conservatoire pour être interprète, c'était déjà presque impossible pour une femme. Et donc, elle s'est levée contre les impossibilités de son époque. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la musique a 30 ans d'avance sur la peinture. Qu'on est déjà en train de se poser des questions sur « mais est-ce qu'il faut vraiment qu'une musique soit harmonieuse? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer les choses autrement ?» Quand elle rencontre tous les messieurs, Francis Picabia, Duchamp Apollinaire, qui vont tomber à genoux devant son intelligence. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de déconstruire les codes classiques qui ont été hérités. Picabia, quand elle le rencontre, il est néo-impressionniste, il est en train de suivre un mouvement qui est déjà vieux, qui était déjà le mouvement de papa et maman. Et cette femme va insuffler aussi à tous ses créateurs le goût de détruire tous ces carcans. Ça fait un bruit sourd, la fleur qui s'écrase. Vous regardez aux alentours et ce sont des petites maisons grises et des ruelles qui se croisent. C'est une ville où l'on vient pour dormir. Vous devez laisser votre place, c'est au tour de quelqu'un d'autre. Pierre, Aloïs, Blandine et Arthur, le collectif Catastrophe, du moins une partie du collectif Catastrophe, bonjour. Bienvenue au Bonjour. Idéal. Alors, vous êtes intervenus en pleine lumière en France avec une tribune qui a été publiée dans Libération il y a environ un an. Un texte magnifique qui s'appelait « Puisque tout est fini, alors tout est permis ». On a trouvé ce texte performant et intéressant et on s'est dit qu'il fallait mieux faire connaissance. Vous allez donc avoir l'occasion de faire connaissance avec le public strasbourgeois cet après-midi. Je vous propose une interview en 3 phases. Ce sont 3 extraits de votre rubrique. Je vais vous demander de commenter à votre gré ces 3 extraits. Sur les ruines des 30 Glorieuses, certains d'entre nous, au-dessous du seuil de pauvreté, nous ferons très exactement ce que nous voulons. Ces phrases, elles sont très sincères, c'est-à-dire qu'on est juste parti de nos vies. Et en effet, dans le collectif, certains d'entre nous n'ont pas d'emploi stable et vivent comme ils peuvent, pas forcément dans une grande précarité qui serait à brandir, dont on s'enorgueillerait, mais juste c'était pour insister sur le fait que on peut vivre sobrement et choisir la créativité et essayer d'imaginer des choses pour nos vies et ne pas mettre avant tout un idéal de sécurité, de confort, c'était juste pour peut-être intervertir les idéaux qui nous sont présentés la plupart du temps dans les discours dominants, disons dans les médias, et qui voudraient qu'on cherche avant tout la sécurité. Non, et si on essayait de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qu'on désire réellement, si on remettait le désir au centre, et après essayons d'imaginer comment après on peut construire des choses pour nos vies avec ces données-là. Deuxième extrait, sans faire de bruit, une révolution discrète, locale et qui ne cherche à convaincre personne a déjà eu lieu. Nous acceptons désormais d'être sans statut, retirés dans les marges joyeuses, par nécessité comme par choix. L'avenir est pour nous dans les friches, c'est dans les terrains encore vagues qu'adviendra une nouvelle renaissance.
Nous ne réclamons ni n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Nous faisons, par-dessus tout, si fragilement. Oui, c'est vrai qu'on pense que ce qu'il y a de plus intéressant finalement, c'est ce qui est en train de naître, ce qui n'a pas encore été formalisé, ce qui n'a pas encore été institutionnalisé. C'est vrai que c'est ce qui nous stimule le plus et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, c'est de créer quelque chose qui n'était pas là avant qu'on arrive. Le troisième extrait. Parvenu à un certain degré, le désespoir devient une panacée. Puisque tout est fini, alors tout est permis. C'est le titre de votre rubrique dans l'IB. Des futurs multicolores nous attendent. N'ayez pas peur, il n'y a plus rien à perdre. Puisque tout est fini, puisque tout est fini, tout est permis, qui était en effet le titre. Ce n'est pas tellement nous qui le disons, c'est plutôt une citation de la société dans laquelle on vit qui semble obsédée par l'idée de la fin. Les imaginaires aujourd'hui semblent un peu obstrués, bouchés par une idée de la fin qui, avec cette idée fin de mondiste qui revient toujours et l'idée que l'amour est mort, on voyait ce tag sur les rues, enfin sur les murs des rues quand on était enfant, avec l'idée que Dieu est mort, que le roman est mort, la fin de l'histoire. On a l'impression que cette société est obsédée par la fin. Nous, la fin ne nous obsède pas tant que ça. On essaye d'infinir, comme on a essayé de proposer ce mot dans le livre qui paraît là. La nuit est encore jeune. Donc d'infinir, c'est-à-dire se demander qu'est-ce qu'il y a derrière la fin. Donc c'est vrai qu'on est parti de ce constat qu'on semble nous répéter chaque jour, que tout est fini. Constat qui n'est pas spécialement le nôtre, mais puisqu'apparemment tout est fini, tout redevient permis. Qu'est-ce qui se passe après la fin? Qu'est-ce qui se passe après la dernière page du livre? Qu'est-ce qui se passe quand le rideau tombe? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a accepté que peut-être un certain monde était en train de s'écrouler? Qu'est-ce qui va renaître? Justement, ça m'inspire une dernière question. Il y a un écrivain altermondialiste d'origine indienne qui s'appelle Arundhati Roy, que vous connaissez peut-être, qui a dit dans un de ses derniers livres « Un vieux monde est en train de disparaître et un nouveau est en train d'apparaître. C'est désespérant, mais quand je suis seul chez moi, le soir, ce nouveau monde, je l'entends déjà, qui respire. » Apparemment, je suis heureux de voir que vous connaissez. Je me demande si elle n'est pas même dans le livre, parce qu'en effet, on l'avait. Mais en effet, c'est pas une. C'est une idée qui nous tient à cœur et qu'on essaie en effet de raviver de manière pluridisciplinaire et transversale, en écrivant, en nommant les choses, en faisant aussi de la musique, en essayant de créer des images, des événements, des choses dans la rue, en ne s'interdisant aucune forme. Mais c'est pas non plus une idée absolument neuve, on le sait tous et on le sent tous, et c'est quand même présent l'idée qu'il y a un certain monde qui est en train de tomber, de ne plus fonctionner. Vous, toute dernière question, vous vous sentez à l'avant-garde de quelque chose d'encore plus impressionnant, d'encore plus important? On ne se sent pas personnellement à l'avant-garde de quoi que ce soit en fait. On a surtout l'impression de faire partie d'un écosystème, de quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Beaucoup plus grand, et nous finalement on est peu de choses par rapport à ce qui est en train de se passer enfin c'est une évidence, mais non, je pense pas qu'on soit nous-mêmes à l'avant-garde de quoi que ce soit. Je pense qu'on est des symptômes. Après, par ailleurs, ce livre, ce texte qu'on a écrit, pour nous c'est un pari pour l'avenir, c'est des promesses faites à nous-mêmes. Et on espère en effet que vont se passer des choses lumineuses, étonnantes, un bouleversement, puisque c'est l'étymologie du mot catastrophe en grec. Et vous voyez que vous êtes à l'avant-garde de quelque chose. Mais pas nous tout seuls, nous on n'est rien, c'est le monde qui est en train de s'avant-garder tout seul. Merci à vous.